Moi, j'étais pas surprise de me dire que j'arriverais pas à avoir d'enfant facilement. Je fais l'IRM et là, on me dit « Vous avez mal pendant vos règles ?» Je lui dis « Ah bah oui », il me fait « Ah parce que vous avez de l'endométriose ». Je me souviens que je me réveille le matin et je dis à ma mère « Je crois que je suis enceinte ». J'ai pris rendez-vous chez un médecin et c'était un sketch. Je m'en souviens que mon mari, il était à côté, il m'a dit « Mais lunaire quoi ». Et je lui dis « Mais comment ça, vous savez pas si le cœur il bat ?» Il me fait « Bah, je sais pas ». Je dis « Mais vous pouvez pas me dire ?» Il me fait « Bah là, je crois que ça bat, mais bon bah je crois que vous faites une fausse couche quoi ». Mais il me le dit, mais tellement détaché. Je pars de là, dépression totale. Je vais peut-être choquer, mais j'ai eu des idées noires moi. Je me suis dit, je vais me foutre en l'air, mon corps il répond pas, enfin à un moment donné. Et puis surtout, je dis, qu'est-ce que je mérite pour avoir fait ça, quoi. En fait, je l'ai pris un peu comme justement une compète. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé dans le parcours. Sinon, je pense pas que j'aurais continué. Je serai toute ma vie reconnaissante de ce parcours, je serai reconnaissante de tous les médecins que j'ai croisés et ce que mon corps m'a permis de faire, quoi. Feuille blanche. Dans cet épisode, j'accueille Ambre Franc. 20 ans de sport de haut niveau, porter les couleurs de l'équipe de France de ski nautique, un corps entraîné à dépasser toutes les limites. Et pourtant, l'une des plus grandes épreuves de sa vie n'a jamais eu lieu sur un podium. C'est celle de donner la vie. Ambre a traversé l'infertilité, les protocoles, les échecs, les fausses couches, avec la détermination d'une athlète qui refuse d'abandonner. Un combat intime, physique, mental, mais où le mental ne suffit plus, où le corps devient un mystère et où chaque étape demande une force que rien ne prépare. Aujourd'hui, elle raconte ce que signifie vraiment se battre pour donner la vie. Tenir, tomber, se relever, recommencer. Jusqu'à Alma et Roma, ces 2 petites victoires. Je suis très heureux de t'accueillir, Ambre, au micro. Bienvenue dans Fertile. Merci. Alors Ambre, pour commencer, je te propose qu'on se replonge dans un moment spécial, un moment fort, j'imagine, que tu as traversé. C'est le moment de cette annonce. L'annonce où le mot infertilité, infertile, peut-être, vient la première fois. Est-ce que tu peux nous raconter, nous ramener dans ce cabinet ce jour-là? Est-ce qu'il y a le décor, l'odeur, peut-être même la posture du médecin? Qu'est-ce que tu vois? Alors, je décide de me rendre après des mois d'essais infructueux chez un gynécologue qui m'a été chaudement recommandé par ma maman, qui me prend entre 2 rendez-vous et me dit, voilà, on va faire quelques analyses, on va voir. Et j'avais au préalable fait ces analyses, donc elle regarde directement et elle me dit, oh, je pense qu'on va faire une petite échographie de contrôle pour voir. On fait une échographie et là, elle me dit, ah, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. Alors là, je tombe un peu dénue. Tu savais ce que c'était? Alors, je savais parce que j'avais étudié la nutrition avant. J'ai fait 3 ans de nutrition et on avait fait justement un petit cours sur toutes les maladies, on va dire, hormonales, les pathologies hormonales. Mais je tombe dénue parce que là, je me dis, waouh, là, ça va être compliqué. Je savais que le SOPK, c'est une pathologie qui est très compliquée. D'accord. Alors déjà, rien que le terme, c'est vrai, peut déjà faire peur, j'avoue. Exactement. Il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Syndrome des ovaires polykystiques, oui, exactement. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus? Donc, c'est une pathologie qui se caractérise donc, déjà par des dérèglements hormonaux, avec un peu trop de testostérone chez certaines femmes, et qui se caractérise par beaucoup de follicules dans les ovaires. Donc, au lieu d'avoir peut-être 10 follicules par ovaire, donc follicules qui potentiellement deviendront des ovules par la suite, ce sont des femmes qui se retrouvent avec une vingtaine, trentaine, voire quarantaine. Elles ont très souvent des absences d'ovulation. D'accord. Et du coup, ça se voit régulièrement, enfin, ça se voit par ces échographies et aussi par des prises de sang. Donc moi, je savais, quand on m'a annoncé ça, que c'était quand même, ça allait être compliqué de donner la vie. Mais il s'est avéré, du coup, que ce n'était pas la vraie raison. Mais non. Voilà, j'ai eu en fait voilà. Ok, donc là, c'est un plot twist. Un plot twist de dingue. Okay. C'est-à-dire que je sors de là en pleurs, j'appelle ma mère, je lui dis, là, c'est quand même mal barré. Elle me dit, bon, tranquille, on va aller voir un autre spécialiste de la fertilité. Il faut toujours avoir 2 avis. Donc je me dis, ok. Donc là, je prends rendez-vous avec un autre médecin qui est dans le 17e. Avec, je ramène tout, les échographies, etc., machin. Et je me souviens toujours, il regarde et il fait « Mais vous n'avez pas du tout un SOPK, quoi. » Je lui dis « Ah bon ?» Il me dit « Mais pas du tout, vous avez en effet 15-16 follicules sur un ovaire, l'autre vous en avez 10-12, mais aujourd'hui il en faut plus de 22 par ovaire pour être considéré. » Du moins c'est ce qu'à l'époque on m'avait dit. D'accord. Hein. Et j'avais pas de problème en mono, c'est-à-dire que j'avais
tous mes bilans sanguins qui étaient bons. Donc il me dit non, ce que vous avez, c'est une infertilité inexpliquée. C'est-à-dire que là, actuellement, je ne vois rien qui explique pourquoi vous n'arrivez pas d'avoir d'enfant. D'accord, donc si je comprends bien, tu passes d'un diagnostic qui peut être assez effrayant parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière et est-ce que ça va être vraiment très compliqué à quelque chose de peut-être, je sais pas, plus rassurant ou moins effrayant, je sais pas. Alors je sais pas trop. L'infertilité inexpliquée. Comment toi déjà peut-être, quand ce médecin, tu peux peut-être nous dire qui c'est Docteur Rad, dans le 17e, qui s'est occupé de ma première partie du coup de PMA, qui était génial. Et d'ailleurs, je recommande aux filles qui regarderont ce podcast, ce couple. Vraiment très sympa. Il me dit, écoutez, moi, je ne suis pas inquiet du tout pour vous. C'est une infertilité inexpliquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Du point de vue, vous, biologiquement, votre mari, j'en sais rien. Donc, je vais vous demander, avant de commencer tout protocole, que votre mari passe par la case test sanguin et puis de faire un bilan de fertilité chez les hommes, donc spermogramme, etc. Mais il me dit, vous en tout cas, rien à déclarer. Alors moi, le seul truc qui me titille un peu, c'est que j'ai des règles douloureuses depuis que j'ai 13 ans. Dans la famille, ma sœur pareil, ma mère pareil, au point où je pouvais vomir lors de mes règles. J'ai mal lors de l'ovulation, j'ai mal en permanence d'ailleurs sur l'ovaire droit. C'était le seul truc qui me titillait, mais selon lui, c'était pas de l'endométriose. C'est-à-dire qu'il voyait pas à l'échographie. L'endométriose qui est encore une autre pathologie. Une autre pathologie, ouais. Et en fait, je me souviens que du coup, j'étais rassurée de me dire que moi, j'avais rien, mais d'un côté, je savais pas ce que ça voulait dire aussi. Infertilité inexpliquée, ça peut être, est-ce que c'est un problème de rencontre de gamètes, spermatozoïdes qui ne rencontrent pas l'ovule? Est-ce que c'est un problème d'accroche? Est-ce que c'est un problème peut-être d'ovulation? Est-ce que c'est un problème de qualité spermatique, ovocytaire? Et là, je me suis dit, je vais commencer à me faire des nœuds. Ouais. Donc, je vais attendre le bilan de mon mari. Et le bilan de mon mari est revenu, pas incroyable, mais pas catastrophique non plus. On était dans la normale, c'est-à-dire 4% de spermatozoïdes qui étaient normales, si je peux dire normaux. Donc, pour lui, c'était infertilité inexpliquée. Let's go, on part dans un traitement de stimulation. Et comme toi, quand tu as prononcé ces mots, infertilité inexpliquée, le cerveau humain, je trouve, n'aime pas l'inexplication. On a envie d'explication, on a envie de comprendre. Et moi, je me suis commencé à me dire, attendez, mais il y a bien sûr une explication, on va essayer de la trouver, on va chercher dans toutes les dimensions possibles. Comment, toi, émotionnellement, tu te souviens être sorti peut-être de cette consultation? Qu'est-ce qui s'est joué dans ta tête à ce moment-là? Je suis sortie chamboulée parce que des gens m'annoncent qu'en fait, j'ai pas de syndrome des ovaires polykystiques, chose auquel ça faisait 3 semaines que j'arrêtais pas de pleurer. Et en même temps, on me dit, on sait pas trop ce qui se passe. Et là, je me dis, mais je sais pas ce que je fais. Est-ce que je commence à essayer de comprendre? Mais si les médecins n'arrivent pas à comprendre, comment moi je peux le comprendre? C'est comme ça un petit peu que je me le suis dit. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, peut-être qu'ils le comprendront par la suite. Parce qu'on m'avait aussi expliqué, mon médecin m'avait expliqué que au fur et à mesure des protocoles, on affine. Donc au début, ils nous font des protocoles, ils tentent des choses, on voit si on réagit bien à un traitement, est-ce qu'on en essaie un autre? Est-ce que voilà. Donc je m'étais dit, pour le moment, je vais pas me prendre trop la tête. Mais alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais grosso modo, moi, j'étais pas surprise de me dire que j'arriverais pas à avoir d'enfant facilement. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Depuis le début, le fait d'avoir justement des douleurs dans mes cycles, etc., je me disais, il y a un truc qui va pas. D'accord. Je peux pas dire, mais il y a un truc. Tu le ressentais dans ton corps? Exactement, qu'il y avait un problème. En même temps, je m'étais dit, est-ce que c'est le fait d'avoir fait du sport à haut niveau où justement on est à l'écoute de notre corps beaucoup, puisque notre performance, elle dépend aussi de nos capacités physiques. Je me suis vraiment posé la question et j'étais en mode, il va falloir que... Je sens que ça va être compliqué. Et du coup, bien évidemment, quand je dis ça, on me sort, mais c'est parce que tu t'es bloqué au niveau psychologique. Je dis non, je pense que j'étais un peu à l'écoute de mon corps et que je me suis dit, c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. C'est pas normal d'avoir mal en dehors des règles. C'est pas normal. Donc en fait, j'étais, si je puis dire, chamboulée de ne pas avoir un SOPK dans la bonne chose, c'est-à-dire rassurée. Mais en même temps, j'étais stressée d'aller un pas dans l'inconnu, ne pas savoir quelle était la raison. Mais en même temps, c'était pas une surprise de passer par une PMA. Oui, c'est ça. Mais je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Voilà. Oui, beaucoup de contradictions finalement. Exactement. Je ressens, j'étais perdue.
Voilà, pleine de paradoxes, une situation, en effet, tu l'as même cité, même une dimension psychologique, on se disait, peut-être ça vient de moi, dans ma tête, et ça c'est quelque chose qu'on entend malheureusement parfois beaucoup, en disant, bah oui, c'est parce que tu pensais que ça n'allait pas, que ça n'est pas allé. Exactement. Voilà, alors peut-être qu'il y a une part de vrai, je sais pas, mais des fois on en fait beaucoup aussi là-dessus. Exactement. Comment toi tu as fait face à aussi cette annonce vis-à-vis de tes proches, comment tu étais toute seule au rendez-vous, comment ça s'est... Alors, la première fois j'étais avec ma maman, mon mari n'avait pas pu se libérer, il était au travail. Donc le premier rendez-vous, on nous a dit que je n'avais pas le SOPK, celui on m'avait dit que j'étais seule. Et les fois d'après, j'étais avec mon mari. J'ai énormément de chance dans le sens où mon mari m'a vraiment soutenue tout au long du parcours. Et pour lui, c'était pareil, une question de temps, donc... c'est pas grave, quoi. On va y arriver. On va surmonter ça tous les deux. Ça prendra le temps qu'il faudra. Vraiment pas inquiet. Par contre, et c'est là où c'est assez drôle parce que je suis encore pleine de contradictions, j'en ai tout de suite parlé à ma famille, mon entourage, mes amis. Pour moi, c'était pas un secret d'État. D'accord. Voilà, je passais en PMA. Et je pense qu'en fait, le fait de le dire, c'était pour couper court un petit peu aux questions intrusives des gens. C'est-à-dire que, en général, moi, j'ai toujours dit que je voulais des enfants. Ça n'a jamais été un secret d'État. Mais en général, les gens, on vient de se marier... les gens commencent à se dire bon, ils vont essayer de mettre un enfant en route, alors qu'il y a des couples qui ne veulent pas d'enfants, il y a des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est assez compliqué. Donc je me disais, si je l'annonce de but en blanc dans une conversation lambda quand je rencontre quelqu'un, je passerai pas par la case alors les enfants c'est pour quand parce qu'il faut y aller, hein, enfin l'heure. Donc en fait pour moi c'était pas un secret. Ça peut-être de passer par cette case gênante? Non, parce que je m'étais dit que voilà, j'ai de la chance de ne pas avoir énormément eu de problèmes dans ma vie. Donc je m'étais dit, c'est le combat de ma vie, un petit peu, si je puis dire. D'accord. J'ai beaucoup de chance, j'ai une famille aimante, j'ai des amis. Et ça, enfin vraiment, je pense que pour moi, ça a été un socle et ça a été un pilier de me dire ça pendant tout le parcours. Je me suis dit, c'est mon combat. Voilà, je vais le mener pour donner la vie. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc le but, c'était pas quelque chose qui me gênait en soi. Par contre, il est vrai, et ça, c'est dingue. Dans le milieu sportif, c'était impossible que ça se sache. C'est-à-dire que je l'aurais très mal vécu. Ah oui. Bien évidemment, ça c'est sûr. Tu l'aurais mal vécu? Ouais, je l'aurais très mal vécu. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait ce côté, quand on fait du sport, on pousse notre corps vraiment aux extrêmes. Et je comprenais pas qu'une chose aussi facile que c'est-à-dire que le mode d'emploi pour faire la vie est quand même relativement simple, j'arrive pas à le faire. Et en fait, pour moi, vraiment, j'avais du mal. Je l'ai vécu vraiment comme un blocage psychologique, quoi. Ça te ramenait donc à ton incapacité de performer dans ce exactement. domaine, c'est ça? Un petit peu, si je puis dire. Ouais. Mais c'était dur. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand on a commencé le processus de PMA, j'ai dit, je veux pas me mettre le stress supplémentaire de faire du sport de haut niveau. C'est-à-dire, je veux pas retourner en compète. Pour moi, le ski nautique, c'était ma vie, mais c'était une source aussi d'anxiété. Je suis très anxieuse de base. Et les compétitions, c'était 3 semaines avant, je dormais pas. Ah oui, d'accord. Mal au ventre tout le temps. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Et je me suis dit, je peux pas mener 2 combats à la fois. C'est-à-dire essayer de performer parce que j'ai l'impression que je vais être à 50% dans chacun. Et c'est pas ce que je veux. Donc, je m'étais dit, je fais une pause. Mais bien évidemment, quand tu es au top de ta carrière, que tu fais une pause, c'est soit que tu es enceinte, soit que tu as un problème. D'accord. Donc, je me suis dit, voilà. Et donc, pour moi, c'était hors de question que ça se sache. Ça s'est ébruité à un moment donné, je l'ai très mal vécu. Hein. C'était crise de nerfs, je veux plus jamais qu'on m'appelle. D'accord. Et je disais aux gens, non, je bosse. Et comment ça aurait été, si jamais ça avait été su de manière plus large, comment le monde du sport l'aurait pris? Est-ce que finalement, après coup, tu as eu des échos? Alors, déjà, il y en a beaucoup qui s'en doutaient. Honnêtement, puisque j'avais fait une compétition en plein parcours PMA au bout de 2 ans, les championnats de France. Au vu de comment je rembarrais beaucoup de mes coéquipiers au vu du sujet sur les enfants, je pense que les gens s'étaient un peu doutés que c'était un sujet un peu touchy. Je pense en soi qu'il n'y aurait pas eu de problème majeur en soi. J'ai même appris par la suite que certaines de mes amies dans le ski nautique avaient eu des FIV, mais juste l'avaient caché aussi. Ouais. Et du fait qu'elle l'avait fait, ça avait marché plutôt vite pour elle. Ça s'était pas su. Mais je pense qu'en soi, je me suis fait un peu une montagne pour rien. Mais j'avais du mal, je bloquais complètement sur ce sujet de je n'arrive pas à avoir un enfant naturellement. Je ne veux pas que ça se sache dans le domaine du sport. Mais c'était débile. Donc, bien évidemment, en y repensant maintenant, je me dis, mais j'aurais dû le dire. Peut-être que ça aussi aurait des femmes qui sont peut-être que j'ai des amis qui ne me l'ont jamais dit et qui ont des problèmes de fertilité.
Mais voilà, à l'époque, c'était quelque chose, je voulais même pas. Ça, c'était un peu su que je faisais des traitements. Je me souviens avoir pleuré. J'avais insulté la personne qui l'avait dit, alors qu'il l'avait pas dit de manière méchante, quoi. Mais voilà. Et le sentiment, le sentiment qui dominait à ce moment-là, c'était la peur, la peur tristesse. de l'impact, Vraiment. C'est bête, hein, c'était un blocage. Et maintenant, en y repensant, alors, la finalité est belle, hein, j'ai eu des enfants, mais je me dis, est-ce que j'aurais pas dû vivre ma PMA plus simplement? Parce que je pense que je me suis vraiment bloquée et que je me suis un peu coupée du sport aussi, vis-à-vis de mes amis, du ski avec qui j'ai grandi depuis 20 ans. Et ton oxygène aussi, Exactement. Ce qui te faisait vivre. Je comprends. Et moi, je vois aussi un parallèle avec le monde du travail. Exactement. Parce que toi, c'était aussi en partie ton activité. Ouais. Donc, je pense aussi à toutes ces femmes et ces couples et ces hommes, hein, bien sûr, qui traversent aussi des parcours difficiles au travail, où on n'est pas bien sûr dans de la performance physique autant que dans le sport, mais il y a quand même une notion de performance. Et il faut tous les jours être au rendez-vous des objectifs et des attentes. Toi, justement, comment tu vois ce parallèle-là entre ces sphères sociales, à la fois sportives ou professionnelles, et l'impact qu'on peut avoir dans un parcours comme ça? Moi, je pense que déjà, honnêtement, une personne qui travaille aujourd'hui dans un travail lambda, avec un boss, etc., un parcours PMA, c'est très compliqué. J'ai de la chance d'avoir en boss ma maman, donc ça aide beaucoup. Oui. Mais quand je vois la complexité aujourd'hui que c'est pour les rendez-vous médicaux, de devoir dire à son boss, je vais devoir m'absenter sans pour autant lui expliquer ce que c'est, mais heureusement, on a la loi française qui fait qu'on a le droit. Mais je me dis honnêtement, aujourd'hui en France, c'est très compliqué de faire une PMA quand on travaille, quoi. Qu'on soit à la fois auto-entrepreneur, qu'on doit gérer son business. Moi, je me souviens que quand j'étais en nutrition, 100% du temps, c'était très compliqué. J'appelais mes clientes dernière minute, excusez-moi, je dois décaler votre rendez-vous parce que j'ai un rendez-vous médical. Oui, mais c'est le deuxième, quoi, que vous reportez. Donc, hyper compliqué, hyper contraignant. Et pareil, quand on est dans la sphère du travail, on n'a pas forcément envie que ça s'ébruite, on n'a pas envie de passer pour la personne qui ne travaille pas et qui s'échappe, alors qu'on vit quelque chose de compliqué. Donc moi, je trouve je trouve même que moi, limite de me plaindre de ma partie sportive, alors que j'ai eu la chance qu'au niveau du boulot, j'ai aucun souci pour m'absenter. Voilà, je me dis, c'était vraiment n'importe quoi. Mais à l'époque, c'est comme ça que je vivais. C'est comme ça que je vivais. Et je pense qu'on le vit tous avec notre prisme individuel. Et c'est vrai que... Mais ce que tu dis est très juste. La pression sociale, la pression autour du travail, notamment dans des parcours comme ça qui vont demander beaucoup d'examens et beaucoup de détermination. Et ton exemple, je trouve, est très juste, hein, aussi dans l'expérience que tu en as eue. Et demande à aussi être capable parfois de verbaliser ou de poser les mots, de trouver les mots avec sa direction, avec son patron. Ça peut être parfois nécessaire. Et en effet, il y a des lois aujourd'hui qui existent qui rendent plus facile le fait légalement. En tout cas, il n'y a aucun risque légal, il y a même des facilités légales avec des jours de congé que l'on peut demander à la discrétion, disons, de l'employeur, enfin de l'employé, pardon, en fonction des besoins. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui existent, mais c'est vrai qu'il faut le dire, ça reste un challenge à ce moment-là. Et quand l'annonce, donc pour en revenir là, hein, quand l'annonce te tombe un peu dessus, si tu devais justement expliquer à une femme qui n'a jamais vécu ça, ce que c'est qu'un diagnostic d'infertilité inexpliquée, tu utiliserais quelle image ? Se prendre un mur, honnêtement. Dans le sens où, moi, c'est plutôt la réflexion. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, j'ai pas été choquée outre mesure du fait que j'allais passer en PMA. Je me doutais de quelque chose. Mais je pense que quand on s'assied et qu'on est... En fait, on s'attend quand on va à un rendez-vous de bilan de fertilité, on s'attend à ce qu'on nous dise « il n'y a aucun problème, ça va arriver d'ici quelques semaines, quelques mois ». Limite, je me dis, j'aimerais une deadline, quoi, qu'on me dise « voilà ». Et qu'en fait, on nous dise, alors là, vous allez passer par un processus qui va être long et compliqué, qui va pas être facile tous les jours, qui va mettre vos émotions, votre couple aussi à rude épreuve. Voilà, vous allez vous prendre un mur parfois. Mais il faut comprendre que, moi, c'est ce que je dis toujours, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. J'essaye de garder le côté un peu optimiste. Mais c'est vrai qu'on peut, en général, se prendre un mur parce qu'on part dans des explications médicales qui partent. Alors, vous allez faire ça, ce bilan sanguin, la FSH, la LH, le machin. Waouh! Et je me souviens qu'en fait, d'être inondé d'informations auxquelles on n'est pas forcément préparé, qu'on ne connaît pas bien,
on a l'impression de se cloisonner. Moi, je me souviens que j'étais face à un mur, j'étais là, mais comment je vais faire pour le gravir, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment l'image que j'aurais utilisée pour signifier comment je l'ai perçu, quoi. C'était vraiment, bon, il y a un mur devant moi, va falloir que je l'escalade. On voit ton tempérament compétitrice, ou en tout cas... Mais c'est vrai, je comprends, en tout cas, l'image, elle me parle. Ouais. On revient un peu ensemble, Ambre, sur justement la genèse, à la fois peut-être un peu ton enfance, comment tu as grandi dans le sport, ton rapport aussi au corps, tu en as un petit peu parlé, ça m'intéresse, parce que voilà, je trouve des parcours de sportifs de haut niveau, c'est toujours une source d'inspiration, hein, et on voit dans les reportages, au travers des épopées, les Jeux Olympiques l'année dernière, enfin tous ces beaux grands moments qui nous inspirent, et en même temps, vous êtes des personnes qui ont été très vite, très jeunes, confrontées à la fois cette performance et le rapport au corps. Donc, comment tu as grandi, comment ça s'est... Et puis enfin, comment aussi tu as rencontré ton mari. Alors, j'ai commencé le ski nautique à l'âge de 10 ans. J'ai grandi en région parisienne. En fait, ma maman, ma tante et mon oncle étaient membres de l'équipe de France de ski nautique. Donc, en fait, si tu veux, c'était un petit peu... T'as grandi dans cet univers. J'ai grandi dans cet univers. Et c'est surtout que mon père était un fou de ski nautique. Comme ça qu'il a rencontré ma maman. Et pour le coup, ma mère, une fois qu'elle m'a eu, elle a rangé les skis au placard. Mais alors, mon père, non. Encore aujourd'hui, hein, il a 62 ans. Il skie, il est très sportif. Okay. Il fait 12 à 15 heures de sport par semaine. Ouais, c'est un énorme sportif. Drogué un peu au sport. Et du coup, très vite, il m'a mis dans le ski nautique. Tu sais comment eux, ils sont tombés dedans? Alors, ma mère, c'était par rapport à mon grand-père qui allait, à l'époque, ils étaient beaucoup sur la Côte d'Azur, on faisait du ski nautique. Et du coup, il est tombé amoureux du sport. Et du coup, il s'est dit, mais je vais entraîner mes filles. Donc, il a mis ma mère et ma tante dans ce sport, qui est un petit peu atypique. Hein. C'est pas un des sports qu'on connaît le plus. Et pourtant, c'est un des sports qui, à une époque, ramenait énormément de médailles. L'équipe de France, ouais. Je crois que c'était en 2008 ou en 2009. On faisait partie du top 5 des sports qui ramenaient le plus de médailles cette année-là. Avec la natation, la course à pied, etc. Et en fait, ma mère, du coup, a brillé. Elle a fait 3e au championnat d'Europe. Ma tante a gagné une Coupe du Monde. Mon oncle a été recordman d'Europe. Enfin, voilà. C'était famille de champions. Famille, quoi. Ok. Et mon père, à l'inverse, a découvert le ski nautique comme ça, un jour. Et il s'est dit, mais c'est dingue, je veux m'y mettre. Et il s'y est mis. Alors, il s'y est mis très tard. Il avait la vingtaine. Il a rencontré ma maman comme ça. Et je pense qu'il s'est dit, il aimait tellement le sport qu'il trouvait cool. Enfin... Le fait de glisser sur l'eau, les sensations. Donc, il s'est dit, je vais mettre ma fille. J'ai commencé tard. J'ai commencé à 10 ans. La majorité de mes amis commencent à 2-3 ans. Ouais. Dès qu'elles apprennent à marcher sur les skis. Ouais. Parce que l'équilibre, justement, c'est là où ça se constitue, en fait, si je puis dire. 2-3 ans sur des skis nautiques. Ouais. Ok. Sur des skis, à la limite, bon, tu dis, mais nautique, sur l'eau. Et il y a eu un record d'un bébé, je crois, de 9 mois qui a été mis sur des skis nautiques, donc c'est pour te dire. Okay. Non, ils sont... Donc, moi, j'ai commencé relativement tard, j'ai commencé à 10 ans. Et là, tout le monde me disait que c'était mal barré, que je serais jamais du haut niveau, mais c'est pas grave, mon père s'est dit, elle en fait un peu comme ça. Et c'est là où je pense que parfois, on a des prédispositions génétiques à certains sports, parce que j'ai eu la chance de très, très vite de progresser. C'est-à-dire qu'en l'espace de... Je m'y suis mise à 10 ans. À 12 ans, je faisais mes premiers championnats de France, j'étais 2e. Wow. Okay. L'année d'après, je faisais mes premiers championnats d'Europe, j'étais 2e. Okay. Donc, je pense que j'ai eu une marge de progression très rapide sur un délai assez court. Et surtout, mais je pense que... Alors moi, ce que j'adorais dans le sport, c'était le fait de voyager, de découvrir des nouveaux pays, l'adrénaline. Mais j'étais pas non plus... j'aime bien le dire aussi, parce que moi, j'aime beaucoup me plaindre quand je devais aller m'entraîner. J'étais pas... Ouais. C'est marrant, alors que quand je fais du cross... Cristiano Ronaldo dans le foot, qui tous les jours... Je me plaignais, mais j'y allais. Ouais, okay. Je me plaignais. J'avais ce côté genre un peu flemmarde, mais je faisais. Et en fait, je m'entraînais. J'ai eu la chance d'avoir un joli palmarès, honnêtement. J'ai fait plusieurs fois vice-championne d'Europe en Open. J'ai été championne du monde universitaire. En 2019, j'avais gagné les Jeux méditerranéens, qui est l'équivalent des JO pour les sports non olympiques. D'accord, ok. Ce qui est notre cas, parce qu'on utilise un bateau, donc un sport à moteur, on n'a pas le droit. Plusieurs fois championne de France. Voilà, j'ai eu un joli palmarès. Magnifique, bravo. Et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et j'ai rencontré mon mari à l'âge de 19 ans. On était par des amis en commun. On s'est mis ensemble jeune, à 21 ans. Et voilà, lui, il faisait un petit peu de ski nautique quand il était jeune. Mais on s'est rencontrés à Paris, donc rien à voir. Et il est retombé dedans. Et alors là, par contre, il est devenu dingue de ski nautique.
dingue. Ok. Aujourd'hui, il organise des compétitions, il fait des compétitions, voilà. Donc c'est Ok, comme ça que donc je l'ai rencontré. Une double histoire d'amour, à la fois Exactement. bien sûr avant tout avec toi, Ouais, mais c'est aussi ça. avec Exactement. ce sport. Ok, c'est génial. Et c'est vrai que le ski nautique, je trouve, il y a un vrai côté dépaysement. On voit des paysages, on voit des beaux lacs ou des belles mers, des Exactement. lagons. Enfin, c'est vrai que c'est très inspirant. Est-ce que pour toi, pour vous, l'envie d'avoir des enfants, c'était une évidence commune? Ah, mais moi, déjà, moi, j'aurais aimé. Enfin, dès que j'avais 10 ans, je disais, je veux des enfants. C'est-à-dire oui. que pour moi, c'était. Et d'ailleurs, j'étais un peu. Tu sais, l'amie qui va au repas où il y a des enfants qui passe toute la soirée avec les enfants, quoi. Ok. C'est fou ça. J'adore les enfants, vraiment. Donc, pour moi, c'était une évidence que je voulais des enfants. Par la suite, dans le parcours, et on le verra après, je pense que je cherchais à avoir un enfant, mais c'était pas forcément un enfant de mes gamètes, si je puis dire. Parce que je pense que l'amour qu'on porte à un enfant, c'est un amour mère-enfant, c'est que ça soit sanguin ou pas, voilà, c'est dans les gènes, quoi. Donc pour moi, j'étais en mode, je voulais des enfants, lui aussi. Lui était pas pressé, on s'y est mis, on avait 28 ans, on a essayé. Il était pas pressé, c'est-à-dire que ça arrivait dans l'année, c'était bien, ça arrivait à 32 ans, c'était bien aussi. Voilà, il m'a jamais pressé, mais c'était une évidence qu'on voulait des enfants, c'était sûr. Et comment justement tu vois une partie de la nouvelle génération aujourd'hui qui en veut moins peut-être? Quelle est ta perspective vraiment personnelle là-dessus? Le fait que toi, dès 10 ans, tu t'es dit, ça me semble être une évidence et je verrai, ma vie sans enfant me semblerait peut-être difficile ou plus triste. Comment toi, tu vois aussi l'autre côté générationnel qu'on perçoit aujourd'hui? Je le vois déjà, moi, auprès de mes amis. J'ai certaines amies qui ne veulent plus d'enfants, qui n'en veulent pas. Honnêtement, je pense que le fait qu'aujourd'hui les femmes soient beaucoup plus libérées, qu'on ait moins ce statut de faire des enfants, rester à la maison, les femmes prioritisent leur carrière, ce qui est bien aussi. Mais je peux comprendre que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, avec l'aspect financier, avec l'aspect aussi du travail, c'est compliqué. Et aussi l'aspect écologique. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus d'enfants pour l'aspect écologique. Moi, je comprends tous les points de vue. Et c'est ça qui a toujours été bien. C'est-à-dire que moi, même mes amis qui ne voulaient pas d'enfants et qui même ne comprennent pas qu'on puisse vouloir des enfants. Et vouloir aussi fort. Aussi fort. Moi, j'ai des copines qui me disaient, mais pourquoi tu te prives de tout ça, quoi? Enfin, à un moment donné... Et j'étais là, parce que pour moi, c'est viscéral. Mais je comprends que tu n'en veuilles pas aussi. Pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les femmes ont plus le choix. Donc ça, c'est génial. Mais c'est surtout que voilà, je trouve que ce qui est bien, c'est que maintenant, on arrive à avoir quand même des discours où on peut opposer nos idées. Et moi, mes copines, je pensais qu'il y en avait certaines qui allaient me dire, mais c'est n'importe quoi. Non, elles comprenaient. Elles me disent, voilà, elles comprennent totalement. Donc à ce niveau-là... Ouais, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir parfois les différences, parce que on a des fois des gens qui donnent tout pour en avoir, et certaines personnes qui par contre préfèrent ne pas en avoir. Et c'est très bien, je trouve, cette diversité moi, je suis pas du tout dans un discours nataliste en disant il faut faire des enfants, ainsi de suite. Mais c'est vrai que ce que je défends, c'est plus le fait de dire si ceux qui en veulent, voyons comment leur donner encore plus les moyens de comprendre leur corps, de comprendre comment ça peut marcher, de mettre toutes les chances de leur côté pour peut-être s'éviter ce qui peut l'être. Voilà. Et toi, peut-être on revient sur la dimension mais émotionnelle, et peut-être notamment avec ton mari. Comment émotionnellement vous avez vécu ensemble aussi cette annonce de dire on va passer là en PMA et on va devoir passer à une étape peut-être plus médicalisée, plus complexe, plus d'examens? En soi, je pense que cette partie-là du parcours, c'était pas le plus dur. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est ensemble, on est soudés, main dans la main, let's go, quoi. Par contre, au fur et à mesure, c'est vrai que ce que je trouvais qui était un petit peu injuste, c'était cette inégalité entre les femmes et les hommes. Dans le sens où, parfois, je lui en voulais à lui, alors que c'est pas de sa faute. Il avait un spermogramme à faire, ça durait une demi-heure, et moi, je me tapais des piqûres, des maux de ventre, des maux de tête, les rendez-vous médicaux à gogo. En fait, c'était bizarre, mais j'avais pas l'impression qu'on avait la même charge mentale dans le parcours. Mais à l'inverse, et chose que j'ai appris par la suite en parlant avec lui, en fait, il était malheureux parce qu'il me dit, quand je voyais la détresse physique et psychologique dans laquelle t'étais, et que moi, je peux rien faire. En fait, je peux juste être là et te dire, ça va aller, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux te dire, on va gravir cette montagne ensemble,
Mais il me dit, je peux rien faire d'autre. Et pour lui, ce sentiment d'impuissance, littéralement, tu vois, de se dire, je peux rien faire. Moi, je me souviendrai toujours d'un jour, il me dit, si je pouvais te prendre 2 ou 3 mois de traitement, 1 an, tout le traitement, je le ferais. Mais je peux pas. Et dans ces moments-là, je me suis dit, ah waouh, il est là. Alors, parce que parfois, et j'en parlais avec une autre amie en PMA, on a l'impression parfois que nos maris sont un peu déconnectés. Parce que ils peuvent ne pas comprendre physiquement ce qu'on ressent. Et c'est ça qui était dur pour moi. C'était un peu en mode, non mais là chérie, je me sens pas bien. Heureusement, à chaque fois, il était là, oui, t'inquiète pas, on reste à la maison, ou des choses comme ça. Mais il n'y avait pas ce truc où, en fait, c'est un peu bête, mais moi je m'attendais à ce que je pleure, il pleure. C'est ça. Je hurle, il hurle. Alors qu'en fait, pour lui, comme il comprend pas ce qu'on vit foncièrement, lui, il analyse beaucoup plus. Mais d'un côté, je me dis, c'est bénéfique aussi parce qu'il y a besoin, moi j'ai besoin de ce socle qui permette de me de me remettre. Et il y a eu des moments dans le parcours où c'était très compliqué, notamment après ma première fausse couche, où je me souviens que pour notre couple, ça a été très dur parce que je me suis un petit peu enfoncée dans une espèce de lente dépression où il me voyait malheureuse, il savait pas quoi faire. Donc du coup, lui, en fait, il partait. Tu sais, il partait. Il savait pas comment gérer le truc. Et en fait, j'avais l'impression qu'on prenait 2 chemins complètement opposés. Et je me souviens qu'un jour, au bout de 3 mois, je lui dis, on s'assoit, il en parle parce que sinon c'est fini, quoi. J'arrête, c'est comme ça. Et en fait, lui, il m'explique, il me dit, je te vois tellement mal que je sais pas quoi faire, quoi. Donc pour moi, le plus important dans tout le parcours, ça a été cette communication permanente. Bien évidemment, il y a des moments où t'y penses moins, quoi. Et c'est ce qui est arrivé pendant cet épisode de fausse couche. Mais grosso modo, je pense qu'honnêtement, je l'aurais pas eu à mes côtés, ça aurait été compliqué. Ouais. Il a été tellement d'un soutien sans faille que j'aurais pas pu faire ça sans lui, quoi. Et c'est vrai, en tout cas, tu mets des mots, je trouve, très justes sur les rapports hommes-femmes ou bien sûr femmes-femmes ou autres, hein, bien sûr, dans d'autres parcours, mais la majorité aujourd'hui des parcours sont plutôt de couples hétérosexuels. Et ce que l'on voit, c'est que les postures sont très différentes. Bien sûr, en fonction des tempéraments, mais oui, la posture... la femme est aux premières loges, ça c'est sûr. C'est vers elle aussi que le médecin, on va avoir un gynécologue. Bien sûr. On se tourne naturellement vers plutôt les pathologies féminines, parfois les détections, les spermogrammes sont faits tardivement. Donc c'est vrai que l'homme rentre un peu à pas de velours dans ce marché, dans ce domaine, et n'ose pas parfois trop prendre une place trop importante. Il dit c'est pas vraiment mon endroit. Et voilà, c'est assez juste ce que tu dis sur le côté impuissance que l'on peut ressentir. Mais peut-être revenons justement sur cette histoire-là et qu'on arrive à revenir. Donc nous, on était au moment où vous êtes sportif de haut niveau, tu as un super palmarès, t'enchaînes les podiums, une carrière qui dans le sport en tout cas, qui commence réellement à être significative. Et tu viens donc d'un univers où le corps, il l'obéit quand même. C'est-à-dire qu'on est dans la détermination, le mental passe au-dessus du corps et on se dépasse. Comment tu as fait justement, comment tu as vécu le fait que ton corps, d'un certain côté, il te trahisse, il ne t'obéisse pas? Ah, je l'ai très mal vécu. Ah là, ça c'était dur, hein, parce que déjà, il faut savoir que je fais un sport de base, on est tout le temps en maillot de bain. C'est bête, hein, le paradoxe que je vais faire, mais on est tout le temps en maillot de bain. Donc en fait, on nous demande quand même d'être assez svelte, etc. Et moi, mon corps, je l'ai malmené, quoi. J'ai eu des épisodes de boulimie et d'anorexie pendant quelques années. Et en fait, je me suis dit, ah bah la boucle est bouclée. Le seul truc que je disais le plus, c'est parce que j'ai trop maltraité mon corps. Pour moi, en fait, j'ai fait vraiment ce truc de... Je l'ai beaucoup entraîné, puis je l'ai un peu malmené parce que je me nourrissais plus pendant X temps, etc. Et maintenant, je lui demande un seul truc et il m'obéit pas. C'est bien fait, entre C'était guillemets. dur, c'est-à-dire que... Et là, je me suis dit... Là, j'ai détesté mon corps. Ça a été vraiment très dur. Vraiment très, très dur. Je m'étais dit... Alors, après, il fallait aussi que je garde un petit peu les pieds sur terre, de me dire, ce corps, il me permet de marcher, il me permet de respirer, il me permet de prendre mes proches dans les bras, voilà. Il me permet aujourd'hui de faire du sport, chose qu'il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas le vivre. Donc j'ai essayé quand même de voir, tu vois, le verre d'eau à moitié plein, et ça a été un petit peu comme ça que j'ai imaginé mon parcours, toujours voir le côté un peu positif. Mais le corps, c'était compliqué. Et là, je me suis dit, et je me souviens un jour, je m'étais dit, mais en plus, je vais encore le malmener puisque je vais lui faire des piqûres, je vais le forcer, Et j'étais là,
je me souviens me dire que je le détestais, quoi. Et puis le problème, c'est qu'après, quand tu fais les piqûres, que tu te retrouves avec des bleus sur le ventre, que tu commences, là, les points d'injection, tu as des petits amas graisseux qui apparaissent, ce qui est normal, etc. Tu te détestes, tu te dis... Moi, je me souviens que c'était très compliqué, le rapport à mon corps. Et je me dis, par la suite, j'ai l'impression que la grossesse m'a vraiment guérie. D'accord. Tu vois, il y a ce parallèle. Il y a une catharsis de retrouver un plaisir dans le corps et une acceptation. Ouais. Okay. C'est beau. Davantage me voir comme c'est mon outil principal de travail, mon corps. C'est-à-dire que mon cerveau m'aide à réfléchir, mes poumons m'aident à respirer, mes mains m'aident à faire des choses manuelles et mes jambes à marcher. Et je me suis dit, je l'ai tellement détesté, mais il m'a permis de porter la vie au final. Et puis surtout quand on fait les vies. Ouais. Et quand on fait justement autant on force quand même, ça c'est quelque chose dont je n'étais pas préparée. Quand on fait quand même des FIV, quand on fait des inséminations, des stimulations, on donne un coup, des ultrachocs au corps, quoi. On lui dit, tu travailles 10 fois plus que ce que tu feras en temps normal. Est-ce que tu peux expliquer peut-être plus en détail pour qu'on comprenne bien ce que tu veux dire par là, la stimulation? Lors des stimulations ou même des protocoles de FIV, on demande quand même à notre corps qui ovule une fois par mois, un ovule, d'en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, au meilleur des cas, trentaine, je sais qu'il y en a, mais voilà, dans un parcours, on est déjà content quand on a 2-3 ovules matures qui sont ponctionnés, si je puis dire. Donc on demande à notre corps de fonctionner 10 fois plus vite, c'est-à-dire de faire l'équivalent d'un an d'ovulation en un mois. Donc le corps, bien évidemment, on est fatigué, on a quand même pas mal de... Moi, je sais que j'avais énormément de migraines. J'avais énormément de migraines ophtalmiques et au niveau de la tête aussi, que j'avais très souvent des pertes d'équilibre, que j'avais des nausées permanentes. C'est pas normal d'être dans un état comme ça. Et pendant 3 ans, je me suis mis dans un état où j'étais dans le mal complet, physiquement. Donc, en fait, quand j'ai compris que je demandais à mon corps quand même d'aller puiser dans ses ressources, chose que je faisais déjà avec le sport. Mais le sport, à un moment donné, tu vois, tu pousses ton corps. Si tu t'entraînes sur de la fatigue, au bout d'un moment donné, tu as une fracture de fatigue ou vraiment tu fais un burn-out. Enfin, tu as un signe. C'est quoi le signe en PMA quand ça va pas? C'est quoi le signe qui te dit là tu peux plus? Est-ce que c'est le fait de plus avoir d'ovules, d'avoir des traitements qui ne correspondent pas, qui ne fonctionnent pas? Donc c'est ça qui était très dur à quantifier. Tu le quantifies d'une certaine manière. Qui ne s'arrête pas exactement. Donc c'était très dur parce que moi j'arrive à quantifier mon corps dans la partie sportive et dans la vie de tous les jours, mais j'arrive pas à comprendre jusqu'où je peux le pousser dans la partie PMA. Et ça c'était très dur. Et c'est ça qui me faisait peur aussi. Me dire est-ce que parfois je vais pas aller trop loin dans le parcours avec malheureusement pas de point de retour. Ça, c'était très dur pour moi. Ouais, et c'est fort ce que tu dis. Et c'est vrai que ce rapport à, le jusqu'au boutisme, la détermination, et en même temps s'infliger quand même, et infliger à son corps des contraintes fortes et des sensations compliquées. Est-ce que tu retrouves... Parce qu'on a un peu abordé finalement, mais dans la PMA, des parallèles et des sensations parfois proches du sport et de la compétition. Je pense à l'attente, au stress, aussi au besoin de contrôler. Comment tu vois ce rapport? Alors, dans mon parcours, on le verra peut-être après, mais grosso modo, dans mon parcours, moi, j'ai eu en 3 étapes. J'ai eu le faux diagnostic. Voyons-le maintenant. Voilà. Comme ça, celui de la FIV. Explique-nous déjà à quel moment tu as commencé concrètement à te lancer et peut-être séquence-nous les étapes. Quand je suis partie en PMA au début, les premières stimulations et inséminations artificielles, je me suis complètement laissée aller. J'étais en osmose avec mon médecin. C'était... go, je vous laisse faire. Moi, je fais mes piqûres aux heures fixes, je fais mes prélèvements, voilà. Ok, donc ça, c'était en quelle année à peu près? Ça, c'était en 2001, quand j'ai commencé mon parcours vraiment... 2021, pardon. Okay. 2021, c'était quand j'ai commencé le parcours insémination artificielle, etc. Tu avais déjà essayé précédemment, naturellement. Naturellement, on était sur plus d'1 an d'essai, rien. Rien. Le néant. C'est-à-dire même pas, je me souviens, faire des tests d'ovulation. En plus, c'était le Covid. Donc, j'avais acheté tout. J'avais les tests de grossesse de préparer au cas où. Et puis, tous les mois, c'était le coup de massue. Parfois, en plus, j'avais mes règles qui n'ont jamais été vraiment, on va dire, au jour près. Oui. T'avais un petit décalage. Un petit décalage. Et là, je me disais, bingo. Enfin, c'est bon, là, c'est le mois, quoi. Et je me dis, bon, ok, non, ça fonctionne pas. Donc, j'arrive dans ce parcours, donc suivi par le docteur Had, qui est très confiant. Et puis, je suis en osmose avec le médecin, que j'adore. On parle, il dédramatise la situation, rien ne se passe. Le problème, c'est que moi, qui suis très optimiste, j'étais persuadée que ça allait peut-être mettre 2 inséminations avant de marcher, 3 inséminations.
Oui. Si tu veux, pour moi, on n'allait pas en FIV. C'est une formalité. Enfin, voilà. Oui. On allait se faire... voilà, j'étais pas surprise, mais j'étais là, bon, ça a marché, quoi. Bien évidemment, au bout de la 4e insémination, il n'y a rien qui fonctionne. Et là, je me dis, bon, là, il y a vraiment un problème, par contre. Et déjà, tu as été courageuse pour faire tes piqûres toute seule, ainsi de suite. À l'époque, tu sais, du Covid, oui, en plus, on ne pouvait plus avoir d'infirmière. Ah oui. Okay. Bon, Donc, ça te met dans le bain. Ouais. Mais moi, j'étais en mode, bon, c'est pas grave, let's go, quoi. J'ai pas peur des piqûres, donc c'est pas grave. Après, bon, il y a certaines piqûres qui font plus mal que d'autres, mais voilà, j'avais pas peur. Et à l'issue, en fait, le problème, c'est que plus j'avais des échecs, plus mentalement, ça devenait compliqué. Parce qu'en fait, j'avais besoin de comprendre ce qui n'allait pas. Mais en même temps, j'étais là, pourquoi comprendre ? Je paye littéralement un médecin pour comprendre à ma place. D'accord. Je passe dans le privé. Non, mais c'est vrai. Tu vois, tu te dis... L'autorité, d'une certaine côté. T'es médecin, enfin, mon médecin, il est génial. Bon, voilà. Et puis, à l'issue des 4 inséminations qui ne fonctionnent pas, le médecin revient à moi, il me dit, écoutez, bon, bah là, on va pas perdre de temps, hein, on passe en FIV, let's go. Et là, je lui dis, écoutez, là, je vais faire une pause, parce que je viens de faire 6 mois de protocole de stimulation, je suis un peu fatiguée, je vais prendre l'été pour me ressourcer, etc. Il me dit, ok, pas de problème, vous revenez... En septembre, on voit ça. Ma tante, qui est journaliste, m'appelle au bout d'un mois et me dit, écoute, moi j'ai quand même 3 copines qui ont eu des cas. Alors c'est pas du tout la même histoire, tout est différente, mais sûr. J'ai des copines, 42 ans, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui se retrouvent avec des jumeaux, grâce au professeur Oliven. Moi, je le connais de par le fait que je suis journaliste. Je voudrais au moins que tu ailles le voir et que tu fasses un rendez-vous avec lui. Moi, j'avais un peu l'impression de trahir mon premier médecin, mais je me dis, bon, et elle me dit, c'est un ponte de la FIV, il est très connu à Paris. Au pire, si ça matche pas, ça matche pas. Par contre, je te préviens, il peut être un peu froid au premier abord. Toi qui aimes bien avoir la tchatch avec les médecins, voilà. Elle te prépare. Elle me prépare, hein, elle me dit, voilà. Je prends rendez-vous, je me souviens en octobre, j'arrive. Donc là, tu prends aussi tout ton dossier, parce que tout ce qu'on mon dossier, dit pas, c'est que... Une partie du dossier que j'avais pas réussi à avoir, mais la majorité du dossier. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'examens quand même. Hein, mais j'ai toujours mon classeur, je l'ai gardé en reliquat. Ce sacré classeur. Il est comme ça, je le garde en reliquat, parce que ça me rappelle aussi des choses, et je te montrerai un jour. Il y a quoi comme type d'examen, par exemple ? Hystérosalpingographie, qui est selon moi, le pire pour une femme, où on te met un liquide, un fluide, pour venir voir l'état de tes trompes. Ça se fait via un appareil de scanner ou de radio, je ne sais plus. Ouais. Radio. C'est fait avec un radiologue et un gynécologue. C'est très douloureux. Moi, je me souviens que j'avais pleuré, j'avais saigné. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Les prises de sang à tous les moments du cycle, les échographies, les IRM, tout. Honnêtement, spermogramme, tout ça. Donc, et en fait, j'arrive et je me souviens, le professeur Oliven, il me fait « Ah, mais on repart de zéro, là ». Et là, je dis, quoi ? Parce que moi, j'ai dit quoi ? J'arrive pour avancer, là, pas pour reculer. Et là, il me dit, le problème, c'est que vous avez pris 3 mois off, que votre dossier médical peut évoluer. Il m'explique justement qu'il y a des choses qui évoluent notamment chez les spermogrammes. Et il me dit, par contre, on ne va pas faire l'hystérosalpingographie. Je vous l'épargne. Il me dit, ça n'a pas trop changé. Par contre, il me dit, vos douleurs de règles, ça m'inquiète. Il me dit, je vous le dis honnêtement. Je dis, mais écoutez, on m'a dit que non. Il me fait, ouais, mais... De ce que vous me dites, vous allez aller faire une IRM. Chose qu'on ne m'avait jamais suggérée à ce niveau-là. On fait le parcours, etc. Je me souviens, et là, je fais l'IRM, et là, on me dit, je me souviens toujours, je suis dans le 14e, j'avais trouvé une clinique qui le faisait, le monsieur arrive, il me dit, vous avez mal pendant vos règles ? Je lui dis, ah bah oui. Il me fait, ah parce que vous avez de l'endométriose. Et là, je fais, ah oui, d'accord. Sans blague. Quelque chose de nouveau, ok. Mais d'un côté, en fait, pour moi, c'était tellement pas normal d'avoir mal que c'était ça. C'était une évidence. C'est une évidence. Ouais. Et tu peux expliquer ce que c'est un peu l'endométriose ? L'endométriose, donc il y a plusieurs types d'endométriose. Ce sont en fait des tissus qui ne devraient pas qui ne sont pas au bon endroit. D'accord. Donc grosso modo, c'est en général, voilà, c'est des égarés. Oui. On va avoir des morceaux de muqueuse qui vont se retrouver dans les trompes, sur les ovaires. On va avoir des lésions, vraiment comme des cicatrices à certains endroits. C'est très simple. Moi, le radiologue, il m'a dit, imaginez un chewing-gum, vous le collez contre un mur, vous l'étalez. C'est exactement ça. Okay. Sauf que comme c'est pas au bon endroit, votre corps, en fait, il comprend pas. Du coup, il se bat pour enlever cette partie, cette glu, quoi. Et en fait, je me souviens que j'étais là, ah ouais, il me fait, donc là, vous avez mal là parce que vous avez ça. Là, vous avez mal là parce que vous avez ça. Là, vous en avez sur le ligament utérosacré. Là, vous avez un léger endométrium sur l'ovaire gauche qui irradie. Ok. Et là, je dis, mais on me l'a jamais dit. Et là, il me dit, c'est pour ça qu'on fait une IRM, parce que parfois ça se voit à l'échographie, parfois ça ne se voit pas. Il me dit, vous savez, c'est ça la difficulté. Il me dit, moi j'ai fait des IRM à des femmes qui n'avaient rien, je ne voyais rien, qu'on a vu lorsqu'elles se faisaient opérer. C'est la difficulté de cette maladie. Et de la médecine en général. Et de la médecine. Finalement. En fait, il y a des limites quand même. Il me dit, quoique au fur et à mesure, on augmente, quoi.
Et en fait, voilà, quand on est arrivé, on est passé sur les 2 premières FIV, où j'étais, si tu veux, complètement relâchée. Alors toi déjà, justement, le passage, parce que c'est pas anodin, et pour les gens qui nous écoutent, voilà, je pense, bon, déjà les inséminations, déjà sortir du mythe de la fécondité naturelle, c'est une étape psychologique. Ah, bien sûr. Moi, je me suis dit, je fais le deuil de montrer, de faire une petite boîte à mon mari en mode surprise, on attendait bébé. Alors après, je me suis toujours dit, même si c'est dur pour moi, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai la chance d'avoir un service médicalisé en France qui me permet d'essayer de les avoir naturellement, si je puis dire, même si on force un peu le destin. Je me dis, voilà. Donc, pour moi, je suis passée très vite outre ce deuil de je n'aurai pas de grossesse naturelle. Bien évidemment, chaque étape est régulée. Etc. En fait, ce que je dis à chaque fois, c'est que à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait, je faisais le deuil d'autre chose, mais que je prenais mon optimisme, je me disais let's go, quoi, tu vois. Okay. C'est une chance. Donc quand on a fait émotionnellement, ouais, comment t'es passé justement de l'insémination qui est plutôt légère en termes de stimulation, ainsi de suite, à réellement là une PM, une FIV. Ouais, alors là j'étais plutôt optimiste, que je me suis dit mais ça marche à tous les coups les FIV. Bah on te prend le spermatozoïde, on te prend l'œuf, hop, c'est bon. Enfin. Ouais. Un peu comme des cuisiniers. Non mais voilà, vraiment. Et je me souviendrai toujours, je dis à professeur Leven, je dis bah écoutez, moi je suis vachement rassurée. Et là il me fait, je préfère vous arrêter tout de suite. Vous avez 25% de chance d'avoir un enfant par FIV. Alors c'était peut-être que ça a changé depuis, mais il me dit, ce n'est pas avéré que vous aurez un enfant. Il me dit par contre, au vu de ce que je vois de vos analyses, pour moi il y a rien qui fait que voilà. C'est le temps que ça va prendre. Il m'explique que le premier FIV, on va aller un petit peu à tatillon, on va tenter un traitement, voir comment mon corps réagit, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes doses que sur les inséminations. On les triple, voire on les quadruple. Il m'explique qu'en général, la première FIV, ça peut marcher, mais aussi ça peut ne pas fonctionner. Mais que grosso modo, c'est aussi pour ça qu'on en a 4. C'est qu'en général, sur les études, plus on fait de FIV, plus on a de chances d'avoir d'enfants. Il me dit en France, c'est 4. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques années qui montrait que, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait que je la retrouve, mais il y avait une étude qui montrait que jusqu'à 8 à 9 FIV, on pouvait augmenter beaucoup plus. Tu avais vraiment augmenté de manière drastique tes chances d'avoir un enfant. Oui, il y a une forme d'exponentielle. Exactement. Et plus mais par contre, mais donc, pour reformuler et pour expliquer, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'une FIV ? Une FIV, c'est donc une fécondation in vitro. Vous allez faire, comme on avait dit précédemment, des stimulations ovariennes. Mais là, on ne cherche pas à stimuler un ovule, mais à en stimuler le maximum possible. Et des 2 ovaires. Des 2 ovaires. Là, vraiment, on met tout. Le paquet, quoi. On met le paquet. Oui. Donc là, c'est des traitements assez lourds. On observe régulièrement, en général, c'est 4 échographies pour voir l'évolution de ces ovules. Et on voit par rapport aussi au bilan sanguin qui nous indique aussi où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Et lorsqu'on a suffisamment d'ovocytes considérés matures, enfin de follicules matures, on se fait opérer, on fait ce qu'on appelle une ponction. Donc on arrive à l'hôpital, en anesthésie générale ou locale, et on va venir passer par l'utérus avec, comme je dis toujours, une énorme piqûre qui va venir prélever les ovocytes un par un. Et malheureusement, dans ces ovocytes, il y en a qui seront matures, d'autres qui ne le seront pas, il y en a qui seront fécondables, d'autres pas. Et du coup, on arrive à un nombre d'ovules à la fin, qui est prêt à être fécondé, et ensuite on féconde avec les spermatozoïdes. Donc on perd à chaque fois en fait. Oui, perds, tu réduis. Par exemple, ça peut être quoi si on donne un exemple ? Par exemple, moi pour ma première FIV, je me souviens qu'on avait ponctionné 7 ovocytes, enfin 7 ovules qui étaient matures, j'ai eu 3 embryons AJ5. Alors, donc c'est les étapes, on en avait 7 ponctionnés. Ouais. Je crois que j'en avais perdu 1 ou 2, ce qui était pas mal, j'en avais pas perdu énormément. Donc je m'étais dit, trop bien. Et par contre, j'avais eu, lorsqu'on avait fait la fécondation, donc j'avais fait des FIV classiques. C'est-à-dire que on les met dans un petit bol de culture et ils font leur affaire. C'est-à-dire qu'on ne force pas le dessin. On vient pas mettre le spermatozoïde dans l'ovule. Nous, on a fait vraiment la méthode classique au début, parce que mon médecin était très confiant. Et ensuite, on regarde l'évolution des embryons. Ceux qui se développent et tout. Et en général, je sais qu'on a 60% qui s'arrêtent de grandir. Et nous, je me suis retrouvée du coup avec 3 embryons, ce qui était pas mal, parce que j'étais sur la FIV numéro 1, j'avais pas eu énormément d'ovocytes de ponctionnés de base. Donc, si tu veux, tous les voyants étaient ouverts. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est là où aussi on voit dans la décomposition, justement, où on parle le départ avec les embryons, les ovocytes, et puis ceux qui sont matures, ceux qui sont fécondés, ceux qui se développent. Là aussi, on comprend un peu la beauté de la vie, la magie, parce que c'est vrai que pour que ça
marche naturellement, ainsi de suite, il faut quand même un ensemble de situations favorables, Bien sûr. que l'ovocyte soit de qualité, C'est ça qui est le dingue. bon mois, qui rencontre un spermatozoïde qui soit vif. Et qu'il soit en bonne et santé. en bonne santé. Voilà, il y a Ouais. quand même beaucoup d'étapes. Et c'est vrai que c'est là où la médecine permet de Bien sûr. favoriser ça. Mais ok, d'accord. Et Donc plutôt confiant avec très confiant, mais vraiment, mais 3 embryons. vraiment, je tombe enceinte au premier transfert. Je me souviens, transfert frais. Et je me souviens que je me réveille le matin et je dis à ma mère, c'était le matin de la prise de sang. Et je dis à ma mère, je crois que je suis enceinte. Et là, elle me dit, oh, comment ça? Je dis, Tu l'as senti? je dis, j'ai mal au ventre. Mais je lui dis, j'ai mal au ventre comme les règles, mais pas comme les règles. Et là, elle me dit, oh, ok. Elle me dit, par contre, bon, j'espère que ça sera positif, mais ne te mets pas non plus la pression, quoi. Et je suis au restaurant avec elle le midi. Et là, je reçois les trucs. Je reçois le Milan. Et là, je vois. Alors, un taux qui, à l'époque, était pas très bon, en fait, mais qui, moi, j'étais à 58. Donc, ce qui est pas dingue. Donc, c'est de taux de quoi? De taux de HCG, donc le bêta, donc c'est vraiment l'hormone qui te permet de dire si tu es enceinte ou pas. Et je me souviens que je me mets à pleurer, je dis « Maman, c'est bon, c'est fini !» Ouais. Et ma mère pleure aussi. Surtout que j'avais appris la grossesse de ma petite sœur quelques semaines avant. Ok. Et c'était très dur pour moi. Et ouais. C'était très dur. Ouais, ouais. Parce que dans l'ordre des choses, c'était un accident. One shot, bam. Alors que moi, c'était, Ouais. tu vois, c'était Il y compliqué, a quoi. parfois des coups du destin Ouais. qui sont Et puis je trouvais, et du coup, je me dis, mais dingue, signe du destin, enceinte avec ma sœur en même temps. Et en fait, après, ça a été malheureusement, en plus, on l'a annoncé assez tôt. Et j'apprends du coup que l'embryon qui se développait très très bien, son cœur bat moins vite que la moyenne. Je l'apprends à 8, je crois que c'était 8 SA, parce que j'avais pas pu aller chez le professeur Oliven le 7, à 7 SA, donc il m'avait pris en retard. Et je me souviens, j'arrive chez lui et je dis, oh là là, je suis tellement contente. Il me fait, Madame Franc, soyez mesurée dans vos propos, dans le sens où je veux pas que vous tombiez de 4 étages, quoi. Et je lui dis, mais en fait, si tu veux, pour moi, comme on faisait une FIV, les fausses couches, ça n'existait pas. Mais parce qu'on te prépare pas. C'est vrai. À aucun moment, on m'a dit, vous risquez d'avoir des fausses couches. Parce que le fait de vraiment forcer un petit peu, voilà. Et moi, je me souviens que je dis, Olivier, toujours aussi pessimiste. Alors, pas du tout. Et on fait l'échographie. Et là, vraiment, je le vois et je vois dans son regard et je comprends. Et il me dit, voyez, un battement de cœur d'un embryon, c'est entre 120 et 160, je crois. On est aux alentours de 90. C'est pas bon. Il me dit, la taille est bonne. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attend une semaine. La vérité, c'est que vous avez 50% de chance qu'il continue à grandir. Okay. 50% pas fini, de risque. À ce moment-là, mais... Voilà. C'était mal barré, quoi. Et je partais en vacances. Et je me souviens, je dis, mais non, mais... Et je pleure. Et je me souviens, il a voulu être réconfortant, mais d'un côté, c'était assez violent. Il me dit, Madame Franc, pleurez pas, il nous en reste encore 2 des embryons. Et moi, je dis, mais je veux pas des autres embryons. C'est tu vois, c'est celui-là, quoi. Et je pars, je suis complètement en déprime. Et là, je me dis, ça va être compliqué de me relever de ça. Vraiment, là, je me dis, c'est la première fois du parcours où je me dis, je suis pas sûre d'y arriver, quoi. Et la suite fait que ça a été très compliqué. Et j'ai pris rendez-vous chez un médecin dans le sud une semaine après, parce que j'étais en vacances. Le médecin me dit, alors, je sais pas. Je peux pas vous dire. Parce que je crois que ça bat, mais je suis pas sûre que ça batte. Mais en même temps, il est trop petit. Mais c'était un sketch. Je m'en souviens que mon mari, il était à côté. Il m'a dit, mais lunaire, il quoi. devait être dans un niveau de stress. Et je lui dis, mais comment ça, vous savez pas si le cœur il bat? Il me fait, je sais pas. Et en fait, il avait, tu sais, les anciens trucs d'échographie qui te disaient pas les BPM. Ça faisait le son et tout. Je dis, mais vous pouvez pas me dire. Il me fait, là, je crois que ça bat, mais bon, je crois que vous faites une fausse couche, quoi. Mais il me le dit, mais tellement détaché. Je pars de là, dépression totale. Comment tu te rappelles du j'ai pleuré. Ouais. Et ce qui était horrible, c'est que tu vois, j'étais du coup à 9 et ça à peu près. Je rentre chez moi, je suis en vacances avec ma sœur qui est enceinte de 5 mois. Ça fait 9 semaines. Oui, 9 semaines. Je rentre chez moi avec ma sœur qui est enceinte de 5 mois. Je suis en larmes et je culpabilise de me dire que je vais lui mettre une pression sur sa grossesse à elle, parce que du coup, elle qui l'avait vue très sereinement. Et du coup, je pars. Il y a un jeu psychologique en plus qui se joue. C'était vraiment ce jour-là, je m'en souviens, et ça a été très dur pour moi, où là, je me suis dit, est-ce que je continue, quoi? Tu sais, le roller coaster, quoi. Qu'est-ce qu'on a dans la tête à ce moment-là? Honnêtement, je vais peut-être choquer, mais j'ai eu des idées noires, moi. Je me suis dit, je vais me foutre en l'air, mon corps, il répond pas, enfin, à un moment donné. Et puis surtout, je dis, qu'est-ce que je mérite pour avoir fait ça, quoi? Mais d'un côté, en fait, je ne savais pas que c'était possible de faire des fausses couches en FIV. Si tu veux, il y avait cette incompréhension de me dire, pourquoi moi? Alors qu'en fait, j'ai appris par la suite qu'il y avait beaucoup de fausses couches en PMA. Donc là, ça a été assez compliqué. Donc je suis tombée dans une longue dépression.
tu sais, un peu insidieuse. C'est-à-dire que tu fais... Moi, je suis quelqu'un qui est toujours solaire, mais alors, du coup, je cache mes émotions. Sauf qu'à un moment donné, tu peux pas. Tu peux pas. À cette époque-là, j'ai une amie qui tombe enceinte en même temps. Tu fais le parallèle. Très dur. Ma sœur, c'était... Et surtout, je culpabilisais énormément pour ma sœur. Ma sœur, elle pleurait pour moi. Et moi, je pleurais parce que je me suis dit, je vais lui pourrir sa grossesse. Vraiment l'enfer. Et puis, malheureusement, t'es pas contente que ta sœur soit enceinte. Ah non. Enfin, t'arrives pas à pleinement... Non, mais moi, j'étais pas contente. Je le dis. Et c'était pas moi. Et c'est là où je me suis dit, la PMA m'a changée. Parce que je suis passée par des phases auxquelles j'aurais jamais pensé de ma vie passer. Mais en fait, c'est logique parce que c'est même physiologique. On te donne, t'as cette chute d'hormones qui fait qu'en fait, c'est un peu comme un postpartum aussi. Tu sais, tu t'accouches, tu pleures tout le temps, tu comprends pas. C'est pareil. Et ça a été très, très compliqué pour moi. J'ai enchaîné après les échecs de tech. C'est-à-dire qu'on faisait des transferts d'embryons congelés qui ne fonctionnaient pas. Donc, t'as fait plusieurs transferts. Les 2 embryons restants. Donc, ça encore, c'est des... Et je suis tombée dans une dépression lente. À un moment donné, je pleurais tout le temps. Je me suis dit, c'est pas normal. En fait, je pleurais pour tout et pour rien. Je me suis dit, c'est pas normal. Alors, entendons-nous, ma dépression, je le mets toujours assez entre parenthèses parce que ça ne m'empêchait pas de vivre, ça ne m'empêchait pas de me lever. C'est pas une maladie grave comme on peut avoir. Moi, le mien, c'était pas ça. Mais par contre, je pleurais. Dépressif. J'étais un état dépressif. Ouais. Je pleurais tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai pris rendez-vous avec une psy. Et je la remercierai tellement d'avoir été là ce jour-là. Elle m'a aidée vraiment à mettre des mots sur des mots, à comprendre ce qui se passait, et elle m'a aidée à me remettre en selle. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, voilà, ce sont des choses de la vie qui arrivent. À un moment donné, il va falloir essayer de faire face. Vous avez 2 choix dans la vie. Soit vous faites face, mais vous assumez les conséquences. Quand vous partez dans un truc, il faut assumer aussi que ça peut marcher ou pas marcher. Ouais. Ou alors, vous comprenez que potentiellement, votre état mental est plus important que le reste, et c'est totalement compréhensif, et stop, quoi, on arrête. Et en fait, ça m'a tellement fait du bien, quoi. Ouais. Tu vois. Comment tu te rappelles de la sortie de cette séance Ah, mais j'ai fait 3 séances avec elle. Alors, on a fait un petit peu de MDR, tu sais, d'hypnose. Et je me souviens que le 3e rendez-vous, je lui ai dit, j'ai plus besoin de vous voir. Waouh. Et elle me dit, et tu sais ce qu'elle me dit ? Elle me dit, j'ai eu aucun doute que vous alliez réussir à surmonter ça. Par contre, elle m'avait expliqué, elle me dit, vous savez, le problème des états comme ça, c'est que parfois on sort de là, on est boosté, et puis au prochain échec, on tombe. Maintenant que vous connaissez vos limites et vous savez où est-ce que vous en êtes, go. Vous revenez me voir s'il y a besoin. Repump it up, on repart pour une film numéro 2. Je suis à fond les ballons, vraiment, je suis à fond. Pareil, je fais confiance au professeur Oliven. On repart sur une FIV classique. Pour lui, c'était un peu la faute à pas de chance. Donc, c'était, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je pense que pour lui, c'est tellement sûr que ça allait fonctionner que si tu veux, il se posait pas non plus les questions que j'aurais aimé. Voilà. 3, oui. Ouais, tu vois. On avait fait un cariotype direct. Quand même, donc c'est vrai que, ouais. Ah, vous avez fait un cariotype direct, prise de sang. On avait un doute à un moment donné. Cariotype, c'est une étude génétique. Une étude génétique. On va regarder les chromosomes. Où on regarde les chromosomes pour voir qu'on n'a pas un problème de gène qui expliquerait les fausses couches. Et je me souviens qu'on fait tous les bilans sanguins. Et les bilans sanguins, on en avait fait pour des maladies, justement, avec tout ce qui était problème de lipides, enfin, des problèmes d'immunologie, etc. Tout était revenu bon. Et je me souviens qu'on part en FIV numéro 2, mais là, je me dis, bah, c'est sûr, ça marche, à un moment donné. Et la douche froide, je crois qu'on ponctionne 9 ovocytes. J'ai 5 embryons le jour J, et je me retrouve avec un embryon à J5. Et là, c'est dur. Et là, bah là, je me dis, t'as qu'une chance, quoi. Quand tu sais que t'as 4 FIV, mais que à chaque fois, c'est un transfert, tu te dis, oh, punaise, quoi, ça va être long, quoi. On fait le transfert, fausse couche. C'est-à-dire que ça prend, et là, en plus, fausse couche en 2 temps. C'est-à-dire que je vois, ça me met 9. Enfin, le taux était de 9 HCG, donc l'hormone. Donc, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon du 9, tout. C'est pas bon, d'accord. On doit être aux alentours de 100. Okay. Mon médecin m'appelle, il me dit, vous continuez la progestérone, etc. On voit si ça double. Ça peut être ce qu'on appelle une nidation tardive. Ça n'arrive jamais, mais on sait jamais. Okay. Ça double, ça triple. J'arrive à 1000 au bout de 3 prises de sang. Donc, le médecin, il me dit, chaque chose en son temps. Vous êtes enceinte. On se réjouit pas trop, c'est pas bon, mais voilà. Oui. Donc, psychologiquement, quand même, t'es déjà... Mais je me dis, si ça se trouve, moi, il m'arrive que des trucs de dingue. Ce sera bon. ça a commencé super mal, ça va finir bien. Et 3 jours après, fausse couche. Saignement en urgence chez un échographe à Paris, du professeur Oliven, qui me dit, ça va arriver, je suis désolée, en fait, c'est vers le bas. J'arrive même pas à voir s'il y a une activité... Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Enfin, il me dit, c'est trop tôt pour savoir qu'il y a une activité cardiaque, mais mal barré. Et là, par contre, à partir de ce moment-là, c'est
catastrophique. En fait, je suis devenue obnubilée de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre où était le problème. Est-ce que le problème, c'était le fait que les gamètes ont du mal à se rencontrer ? Est-ce que c'est un problème venant de ma part ? Est-ce que c'est un problème de mon mari ? Tu remettais tout en question. Mais vraiment. Sauf que ça, c'est mon problème que je vais avoir aussi, c'est que quand je ne comprends pas quelque chose, je deviens psychorigide et complètement tarée. J'en rêvais la nuit, j'en faisais des cauchemars, je devenais dingue. Je dis au professeur Oliven, on fait une pause. Il me dit non, on repart. Je dis, on fait une pause. Je dis par contre là, j'ai besoin un peu de comprendre ce qui se passe. Ça fait quand même longtemps que je suis dans le parcours, ça fait 2 ans. Ça va. J'en ai marre. Là, vraiment, c'est compliqué. Et il me dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, Madame Franck, vous me revenez, on recommencera tout. Je rentre à la maison et je me souviens, je suis en larmes. Et je me dis, bon, le problème, c'est que ça va me rendre dingue. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me pose ? Est-ce que voilà ? Et là, je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais essayer au moins de comprendre pourquoi ça marche pas. Je suis pas médecin, j'y arriverai peut-être pas, mais je vais essayer. Mais tu te mets dans cette quête. Je me mets dans cette quête de comprendre ce qui va pas. Et en fait, je me suis dit, je pense que c'était thérapeutique. C'est-à-dire que si je ne comprenais pas et qu'il n'y avait pas d'issue à la compréhension, je pouvais faire le deuil et me dire, j'y arriverai pas. Entre-temps, je prends rendez-vous avec une clinique en Espagne pour voir pour les dons de gamètes. Ou même une FIV simple. Je me renseigne sur la GPA. Bon, je sais que c'est un sujet un petit peu touchy, mais je me dis voilà. Tu avais fait cette exploration. J'avais fait, voilà. Nous, la GPA, c'est la gestation pour autrui. Pour autrui, nous, on a un couple d'amis qui passe par cette option-là, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc, c'est interdit en France, voilà. Dans beaucoup de pays d'Europe. Mais, Voilà. Et je me renseigne, je suis en mode machin. Et en fait, déjà, le fait que les rendez-vous que j'ai eus avec les cliniques en Espagne m'ont vachement rassurée. Que j'ai compris qu'en fait... Pourquoi ? Parce que technique beaucoup plus à la pointe. Alors, le prix n'est pas le même, malheureusement. Mais j'avais plus l'impression que tu payes pour un service qui, du coup, est à la hauteur de tes attentes. Même si Olivier est très bien, professeur Olivier, moi je l'adore de toute façon. Donc, mais tu avais cette dimension de DPI, diagnostic préimplantatoire, savoir si justement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui cloche, quoi, qu'on n'a pas en France. Voilà, qui est interdit. Qui est interdit, donc ça me tend un peu, mais voilà, qui pourrait éviter à tellement de femmes d'avoir des fausses couches ou des gros problèmes. C'est-à-dire qu'on serait capable de valider génétiquement, au moins, voilà, tout est clean sur le plan de l'embryon. Après, il y a une question d'implantation. Exactement. Bien sûr, mais... Et en fait, je me renseigne. Et en fait, là, je me suis dit, allez, je vais me mettre à fond les ballons dans tout ce qui est comprendre ce qui se passe. Là, ton côté sportif aussi. Ah non, mais en fait, tu vois, là, je me suis dit à un moment donné, je vais me mettre en tant que sportif de niveau. C'est-à-dire que je vais essayer, parce que bien évidemment, on n'est pas maître de son corps dans ces cas-là, mais on va essayer de trouver des pistes pour améliorer quelque chose et let's go. Et là, en fait, émotionnellement, ça a switché dans ma tête. Okay. Mais quand je dis ça a switché, je suis devenue vraiment une machine de guerre. Dans le sens où j'ai revu totalement mon mode de vie. J'ai lu pas mal d'articles concernant le sport, l'intensité du sport, ce que ça pouvait avoir comme incidence sur la qualité embryonnaire, ou surtout sur la qualité ovocytaire. Parce que tu faisais du sport quand même assez... je faisais du RPM, du crossfit. Des sports assez extrêmes, entre guillemets. Moi, j'adore ça, j'ai besoin d'adrénaline. Donc, et en fait... je me suis plongée dans les études PubMed, je me suis plongée dans des lectures. J'ai lu un livre qui, pour moi, était... en fait, ma meilleure rencontre, c'est avec un livre dans ce parcours. C'est le livre qui s'appelle It Starts with the Egg. It Starts with the Egg. Ouais, okay. Qui est un livre qui recueille, en fait, toutes les études mondiales qui ont été faites. D'accord, on le mettra en commentaire. Sur le sujet de la fertilité. Il n'est pas disponible en France, disponible qu'aux États-Unis, mais tu sais, aux États-Unis, la micronutrition est beaucoup plus implantée là-bas. C'est une personne que j'avais rencontrée sur un blog de FIV qui m'avait dit, écoute, parce que j'avais envoyé un message, je me souviens, comment améliorer sa qualité ovocytaire, est-ce que des gens ont des pistes ? Je trouve peu d'études sur le sujet, je trouve que des trucs sur les rats, enfin on n'est pas des rats, donc voilà. Quand même. Et j'ai une fille qui m'avait DM et qui m'avait dit, coucou, écoute, je suis chercheuse dans le cancer, je fais actuellement une PMA en Espagne, parce que je vis à côté de la frontière espagnole, lis ce livre, moi ça m'a énormément aidée. Et moi, je suis un peu, si tu veux, j'ai fait de la nutrition, mais les compléments alimentaires, je suis pas fan. Et en fait, si tu veux, c'était un recueil vraiment de toutes les études. Donc, ce qui te permet quand même d'écrire, parce que sur PubMed, tu as tout et de rien. Tu tapes fertility, tu en as je sais pas combien, et tu as tout et de rien. Donc, et je tombe dessus. PubMed, c'est un site c'est un site internet de recherche, un moteur de recherche un peu comme Google, mais que sur les publications médicales. Et là, je lis ça et je vois comment tu peux potentiellement améliorer ta qualité ovocytaire. Par ailleurs, je fais mes recherches de mon côté, je me plonge un petit peu dans mes études de nutrition, l'importance d'une certaine alimentation. Et là, je me suis dit, je vais devenir mon propre rat de laboratoire. C'est un peu psyché dit comme ça, mais en fait, j'avais besoin. Mais du coup, je suis partie dans les extrêmes. Ouais. Capteur de glucose, un Whoop pour vérifier mon sommeil,
Complémentation alimentaire, 250 à 300 € par mois. Je pars sur mon sport, je passe de faire du crossfit 3 fois par semaine, 2 fois du RPM, à faire du yoga, de la marche et du pilates. D'accord. Donc tu vois, je shift totalement mon année, tout. Ok, donc il y a Brian Johnson dans la longévité, il y a Ambre Franc dans la fertilité. Mais moi, je me souviens que mes copines, elles m'étaient là, mais arrête quoi. Mais au point où ça me donnait, j'étais invitée chez des gens, si c'était pas bio, j'étais mal. Ah oui, d'accord. Tu vas aller vérifier les emballages. En fait, si tu veux, je me suis dit, je me prive de ma vie. Si ça se trouve, ça va pas du tout marcher. Oui, mais bon, j'essaye. Tant qu'à le faire, t'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire, quoi. Et Oliven, à chaque fois que j'allais le voir, je sais, un professeur Oliven, il était là. Madame France, c'est pas une compétition, en fait. Et moi, j'étais là. Et d'ailleurs, professeur Oliven, on va faire le Matrice Lab et on va faire ceci, on va faire cela. Et du coup, j'étais beaucoup plus dynamique et beaucoup plus. En fait, je l'ai pris un peu comme justement une compète. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé dans le parcours. Parce que sinon, je pense pas que j'aurais continué. Émotionnellement parlant, ça aurait été très dur. Ouais, ça a été ce relais que tu as trouvé personnel, finalement, cette force. Ouais. Ouais, ça c'est fort. Et si ton corps, justement, on va arriver justement à l'aboutissement, Bien parce sûr. que c'est ça, mais avec le recul, justement, si ton corps pouvait te parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait de ces 3 années ? Tu m'as même mené, mais pour la plus belle des choses, je pense. Et d'ailleurs, vraiment, merci. Maintenant, je le remercie tous les jours, quoi. Vraiment, c'est bête, hein, mais tu sais, je fais beaucoup de yoga et je me dis, il faut quand même savoir accepter les émotions, remercier. Et je me remercie, enfin, je le remercie, quoi, parce qu'il m'aura pas seulement aidé à performer dans le haut niveau, il m'aura aussi permis d'accueillir mes filles, quoi. Et pour moi, franchement, ça a été tellement. Comment ça s'est... Voilà, cette délivrance-là, raconte-nous. Donc, quand j'ai eu mes filles, du coup, je fais donc tout pendant 3 mois, je fais des choses supplémentaires. Professeur Olivier, je me souviens, il me dit « Oh, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose que vous fassiez. » Je dis « Écoutez, c'est pas grave. » On le fait. Et je me souviens toujours. FIV numéro 3, on passe sur une FIV IMSI, parce qu'on se rend compte que j'avais insisté pour passer sur une FIV ICSI. Donc, c'est le microscope qui va venir zoomer pour choisir des spermatozoïdes un petit peu. On va plus regarder la structure des spermatozoïdes. Sauf que, donc, il y a la FIV classique, FIV ICSI, la FIV IMSI, qui est un petit peu plus proche. Et moi, le professeur Olivier a dit, quitte à faire une FIV, autant la faire en IMSI. Et là, on se rend compte qu'en fait, les spermatozoïdes de mon mari sont catastrophiques. Des vacuoles partout, double tête, double. Il l'avait pas Je vu. ne savais même pas que c'était possible. En fait, il le voyait pas. Enfin, il le voyait pas. C'était des anomalies structurelles qui ne se voyaient pas à grande échelle. Et je me souviens qu'on passe à ça. Et donc, on passe sur une FIV IMSI. Et je me souviens toujours, on arrive pour faire la ponction. Et en fait, déjà, le delta entre le moment où je commence la FIV numéro 3 et la ponction, d'habitude, j'avais 3 semaines à peu près steam. Là, en 10 jours, c'était plié. Et il m'avait dit, là, on est à la limite de l'hyperstimulation. Et j'avais dit, mais c'est bizarre quand même. Et ils me disent, ouais, là, on fait ponction, etc. Et là, je me retrouve avec 20 ovocytes ponctionnés. Mais un record pour moi. Hein. Oui, magnifique. Et je me souviens que professeur Liven me dit, c'est un truc de dingue. Il dit, on passe quand même de 7-8 à 20. 20, c'est énorme. Il me dit, bon, par contre, on voit à la fin de la journée. Il me renvoie un mail, 16 de mature, improbable. Non. Il me dit, normalement, on est crème, on est à 50%, quoi. Et là, je dis, waouh. Il me dit, par contre, vous en avez 16, on va voir. Il me renvoie un mail après. 12 embryons pour le moment. Oh, c'est un record. Énorme. Et là, je me dis, mais par contre, je me dis 60% vont aller à la poubelle, quoi. 5 jours plus tard, j'ai l'appel du biologiste que j'ai gardé sur mon téléphone, que j'aurai à vie. C'est un message vocal que j'ai gardé de la biologiste de Pierre Chérès qui m'appelle et qui me dit bonjour Madame Franc, je vous appelle pour vous dire vous avez 10 embryons à J5. Wow. Je pense que ça va marcher cette fois-ci parce que là vraiment le delta, c'est très rare d'avoir 12 embryons et de passer à 10 matures J5. Donc ça veut dire qu'ils sont de bonne qualité. Ils sont de bonne qualité. Je n'avais que des bonnes qualités. J'en avais je crois un à 6 qui était quand même à J6, mais le reste. Et là elle me dit waouh, enfin magnifique. Et là, si tu veux, je me dis, même si ça marche pas, j'ai marqué un point que moi, ça m'a aidé, tu vois. Ouais. Ça m'a aidé, quoi. Dans tous les cas, Ça m'a vraiment aidé. On passe sur le premier, on fait un transfert frais, mais c'était un peu touchy parce que j'étais à la limite de l'hyperstimulation. Donc frais, c'est quand on te transfère directement, on le congèle pas, on congèle le reste. Je crois qu'il m'avait mis le moins bon, parce qu'il m'avait dit qu'en général, sur les transferts frais, quand il n'y a que des bons, ils mettent le moins bon, quoi. Je fais une grossesse biochimique. Mais si tu veux... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le premier taux était très bon et ensuite ça a dégringolé sur les 2 autres taux. Mais si tu veux, je me dis, c'est pas grave, je savais que c'était le moins bon. Donc si tu veux, je sais toujours que voilà.
Et là, je retourne voir professeur Oliven et je lui dis, écoutez, professeur Oliven, je sais que vous allez pas être pour parce que j'ai 32 ans. Je souhaiterais qu'on en mette 2. Et là, il me dit, pourquoi vous voulez en mettre 2? On en met en général après 37 ans. Je dis, en fait, je vous explique, je sais qu'il y a 2 écoles. Je sais qu'il y a des études qui disent que ça dessert de mettre 2 embryons. Il y en a d'autres qui disent que ça aide favorablement. Dans mon entourage, je sais que c'est pas représentatif d'une étude médicale, mais souvent, j'ai eu des doublons et ça a fonctionné. Il me dit, écoutez, Madame Franc, de toute façon, je vous avais dit que le livre, ça allait pas marcher. Bon, je suis forcée de constater, on en met 2. Et là, je tombe enceinte de mes 2 jumelles. Grossesse très chaotique. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'avec le parcours PMA qu'on a eu, qui était dur, je me suis privée de cette grossesse. C'est vrai. En plus, j'ai une grossesse très compliquée. C'est-à-dire qu'au bout, je crois, enceinte d'1 mois et demi, je me mets à saigner. Je vais à l'hôpital, je tombe sur quelqu'un aux urgences qui me dit, vous en perdez un. L'autre, ça bat, mais là, vous avez un sac hypotonique, donc il n'y a pas d'activité cardiaque. Donc en fait, vous saignez parce que ça part. Et là, je me dis, mais je me dis, il en reste un. C'est une délivrance quand même, non, j'imagine. Oui, mais je me dis, il en reste un, il est bien accroché, etc. Bon, ok, très bien. Puis je retourne voir un autre médecin 10 jours après pour faire un contrôle. Ils me disent, pas du tout, tout va bien, 2 battements, 140, beaucoup dans ton parcours, il y a beaucoup mais c'est ce que je dis. de revirements de situation. C'est pour ça que mon mari m'a dit... Mon mari m'a toujours dit, toi, t'es un délire. Dans le sens où on est tout le temps surpris, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça pouvait pas être autrement. C'est-à-dire que je m'étais tellement jamais imaginé avoir de jumelles que j'ai eu des jumelles. Vous voyez, donc, c'est ça. Et en fait, ça a ce côté où justement, je me souviens que je saigne. Il me dit non, tout va bien. Au bout, je fais la T1, tout va bien. Une semaine après, saignement assez grave. Je me dis, c'est reparti. Hématome assez important au niveau du col de l'utérus. Le problème, c'est que par la localisation, si je restais debout, il y avait un risque que je perde les 2 bébés par le poids. Donc, je me retrouve alitée, stricte, pendant 3 mois. Wow. Mais stricte, sans bouger. C'est-à-dire que je pouvais me lever que pour aller aux toilettes et aller prendre une douche et me brosser les dents. Ouais, sinon, pour un tempérament comme toi, c'était dur, qui aime bouger. Alité comme ça, rien faire. Et après, voilà, je me suis retrouvée... j'ai eu une grossesse à la fin, ponctuée de vomissements, mais une grossesse idyllique. Et j'ai eu la délivrance le 10 mars 2024. Mes filles qui sont... 2024. Mes filles qui sont nées et qui ont été... et je me souviens toujours, elles sont... Quand je suis passée en césarienne, quand j'ai entendu les pleurs, je me suis mise à pleurer parce que je pense que j'ai fait le deuil du parcours. C'est fini. Il y a tout qui est sorti, finalement. Et du coup, ils étaient là. Vous pleurez de joie? J'étais là. Non, parce que c'est fini la PMA. Et ça a été vraiment le plus beau moment de ma vie, quoi. Donc je suis... et je serai toute ma vie reconnaissante de ce parcours. Je serai reconnaissante de tous les médecins que j'ai croisés et ce que mon corps m'a permis de faire, quoi. C'est très beau. Ouais. C'est très beau et c'est vrai qu'on peut... en tout cas, moi, ça me touche beaucoup aussi ce que tu me racontes. Si on revient justement, parce que là, j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui me disent mais on veut avoir la recette magique de Ambre Franc. Alors, ça marche pas pour tout le monde, malheureusement, ça serait beau. Tu sais, on va dans ces parcours-là. Je sais pas si ça a été ton cas, mais parfois, on est attiré même par de l'occulte. Ah oui, j'ai une bonne anecdote sur ça. Parfois on se raccroche à tout. Qu'est-ce que tu as testé, toi? Moi, j'ai tout testé. Mais alors, ce problème, c'est que quand tu es dans un parcours qui est dur émotionnellement, je suis pas hyper spirituelle. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il n'y a plus rien qui marche, tu vas. Enfin, tu testes tout, quoi. Et une de mes amies me dit, écoute, moi, tu sais, pour mon endométriose, je suis allée voir une énergéticienne à Paris dans le 12e. Elle m'a vachement aidée pour mon endométriose, etc. Et moi, je lui dis, tu sais, moi, les trucs comme ça, voilà. Et elle me dit, non, mais écoute, tu vas la voir ou pas, voici son carnet. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, t'es en dépression, t'es en déprime, quoi. Je venais de finir mes inséminations artificielles, je crois. Je me pointe là-bas, je tombe sur une dame qui, déjà, en plein Covid, on avait les masques, qui commence à me faire tout un laïus, comme quoi il faut que j'enlève mon masque. Ah oui. Alors que quand t'es en PMA, on te dit qu'il faut pas choper le Covid quand même. Donc déjà, ça m'avait un peu tendu et elle commence à me faire du coup, si tu veux, elle me touche les pieds, etc. Et puis elle me dit, alors vous allez bien m'écouter. En effet, vous allez bien parce que vous avez un SOPK malgré que le médecin vous ait dit que vous en aviez pas, vous en avez un. Alors déjà, je me dis, wow, ça part mal, tu vois. Et là, elle me dit, je vais vous dire un truc, vous allez arrêter tout de suite le traitement PMA, tout de suite. Et vous allez venir me voir toutes les semaines, pendant 6 mois. Vous allez consommer de la teinture de noix. Teinture de noix. Teinture de noix, c'est hyper toxique. Okay. Donc, teinture de noix, et dans 6 mois, vous êtes enceinte, mais vous arrêtez tout protocole. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous explique ce qui vous attend. Vous allez faire des fausses couches, ou vous aurez des échecs de transfert, ou des échecs de grossesse.
Waouh. Et moi, je dis... C'est radical. Et puis, tu sais, je la regarde, je fais, waouh, c'est assez violent de me dire ça, quoi. Et là, elle me dit, faites-moi confiance. De toute façon, le problème vient de votre mère. Elle me sort tout un truc. Et je te jure, je sors de là. Mais je suis en mode... mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, retourner. What the fuck? Le problème, c'est que quand je suis arrivée en PMA, enfin, quand je suis arrivée dans la partie FIV, j'ai fait des fausses couches et des échecs transferts. Et Donc, en fait, si tu veux, ça revient. T'es obligé de faire la connexion et tu te dis, oh punaise, c'est à cause d'elle et tout. Jusqu'au fameux jour où je vais voir cette psychologue pour cette histoire de fausse couche. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte? Et là, elle me fait, vous savez que les problèmes de fertilité et les personnes qui ont atteint de cancer, ce sont les gens qui sont les plus vulnérables pour aller voir ces énergéticiens. Ces gens-là, en fait, ils vont se nourrir de votre malheur. Je vous apprends rien en vous expliquant que les fausses couches et les échecs de transfert, c'est monnaie courante dans la PMA. Elle a juste utilisé quelque chose de fréquent pour vous faire peur. Et la preuve est que pour vous, c'est installé. Moi, j'ai ruminé ça quand même pendant 1 an et demi, quoi. Tu vois, c'est terrible. Et c'est très drôle parce que j'en ai reparlé à cette fameuse copine. Je lui ai dit, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, je suis vraiment désolée. Moi, elle m'a vraiment pour le coup aidée. J'ai dit, tu vas me donner son nom, je vais aller écrire un joli mail, tu vois. Et en fait, elle a changé, elle n'habite plus à Paris. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai eu la chance d'avoir le recul nécessaire, mais il y a des gens qui auraient pu se perdre dedans. Ouais. Et je pense que c'est important aussi de partager ce message. Voilà, on est dans des situations parfois de vulnérabilité. Exactement. On a besoin, on est prêt à se rattacher parfois à tout. Alors, il y a des pratiques qui peuvent... Oui, bien sûr. Acupuncture, ostéopathie. Même énergéticien, moi, je crache pas. Tu vois, j'ai travaillé... J'ai fait des stages en cancérologie. J'ai vu des femmes qui étaient brûlées, des coupeurs de faux. J'y croyais pas du tout. Mais tu vois le truc. Je me dis, voilà. Faut juste garder sa vigilance. Faites attention. Voilà, gardez un peu... Faites attention. Ne mettez pas... Arrêtez pas tout un protocole pour ça. Et puis surtout, par exemple, la teinture de doigts, c'est hyper toxique. Vous prenez ça tous les jours. Elle parlait... Je crois que c'était d'Irène Grosjean qui était naturopathe à l'époque, dont elle tenait ça. Mais j'étais là... Enfin, moi, ça a été, mais ça aurait pu être traumatique et dur pour quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est important aussi qu'on réaffirme ça. D'un point de vue, donc, si on revient justement sur un peu le protocole que tu as appliqué, et puis finalement l'après, et aujourd'hui, ta vie avec tes filles, ton mari, et puis ce que tu en as tiré finalement de tout ça. Je sais que tu es très active aussi sur les réseaux, notamment sur ta page, mais également au travers de la page de May Berthelot et du channel PMA, et moi que je suis aussi, et que je vois toutes les réponses, les questions qui se posent. Et bravo, je trouve, de l'animer, bravo de partager, parce que on en a besoin. Voilà, on a besoin de gens qui se mobilisent. Donc, dis-nous en plus un peu aujourd'hui sur ce que tu fais, et puis parallèlement un peu ce protocole, peut-être si tu avais un peu des grandes idées, des choses qui ont fonctionné pour toi en tout cas. Alors pour le protocole, moi j'ai tout tenté, c'est-à-dire que j'ai fait donc complémentation alimentaire. C'est quand même des choses qui se font beaucoup en Espagne, qui se font beaucoup aux États-Unis, dans beaucoup de cliniques, et en Angleterre aussi, dans les cadres PMA, moins en France. Donc ça a été de la micronutrition, bien évidemment, et je le dis toujours, ça c'est en concertation avec votre médecin. Vous ne prenez aucun complément alimentaire, c'est pas parce que c'est en vente libre que ça n'a pas d'impact négatif sur votre traitement de PMA. Donc toujours voir. Donc ça c'était environ, oui, je crois que je devais prendre 12 gélules par jour, un truc comme ça. Je sais qu'il y avait du Q10, du Biquinol, enfin il y avait certaines choses comme ça. J'avais changé mon mode de vie alimentaire, j'étais passée sur une alimentation 100% anti-inflammatoire. Mais je l'avais fait dans la manière stricte. En nutrition, on dit toujours qu'on adapte la tolérance au lactose et au gluten, par exemple. Moi, j'avais tout cuté, vraiment. J'avais donc le sport, comme j'ai dit, j'étais passée sur du yoga, de la marche et du pilates, qui était ça c'était le plus dur, je pense, de changer. J'avais arrêté totalement le ski nautique pour vraiment me concentrer sur le sport, on va dire, doux. Et par la suite, je sais que je faisais beaucoup d'acupuncture, je faisais beaucoup d'ostéopathie. J'avais découvert une ostéopathe dans le 16e, Delphine Baison, qui est spécialisée en PMA, qui m'avait fait énormément de bien, notamment sur mes douleurs d'endométriose. Et je me suis entourée, en fait, j'ai fait plein d'autres choses, si tu veux, une prise en charge holistique, qui m'a permis, je pense, d'arriver là. Alors bien évidemment, si c'était la recette magique, tu te doutes bien qu'on le ferait tous, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. J'ai une chance inouïe que ça arrive et que ça fonctionne sur moi, mais il y a des gens malheureusement chez qui ça ne fonctionne pas. Mais voilà, ça c'était un petit peu le protocole j'avais aussi fait le Matrice Lab, ne pas hésiter à aller regarder du point de vue immunologique. On m'avait vu que j'avais une sous-activité immunitaire. C'est un test qui coûte relativement cher. Je crois que c'est 650 € maintenant. À l'époque, c'était 450, maintenant c'est 650. Et je suis en partie convaincue que ça a aidé puisque j'ai eu un traitement adéquat, vu que j'avais une sous-activité immunitaire qui expliquait les fausses couches. Faut pas hésiter aussi à aller creuser du côté immunologique, chose qu'on fait un peu
Tout à fait. Trop peu de mon point de vue. Et voilà, maintenant, je vis une vie où je suis très épanouie avec mes petites filles. Avec mon mari, on ne ferme pas la porte à l'idée d'avoir un troisième. Une chose est sûre, je ne passerai plus par la case stimulation FIV. Ouais. Il me reste encore 7 embryons, du coup. Les 7 embryons, si je vois qu'il n'y a pas de grossesse naturelle, je passerai par là, c'est-à-dire ce qu'on connaît, progestérone et transfert. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne et que j'ai de la chance, je souhaiterais potentiellement donner mes embryons à des couples qui n'ont pas cette chance. J'invite vraiment aux gens, je sais qu'après c'est une décision personnelle, mais le don, c'est trop rare en France et malheureusement, je voudrais donner comme j'aurais aimé recevoir si j'avais été en ce cas-là. Ouais. Donc je suis ouverte au fait de donner mes embryons. Et du coup, en parallèle du travail, je travaille sur le canal. Enfin, je suis bénévole sur le canal de May Berthelot, mais que je suivais depuis des années par rapport à ce qu'elle proposait sur les réseaux sociaux. Et je me souviens que je venais d'accoucher quand elle a annoncé son infertilité. Et je me souviens lui avoir dit, mais j'aurais rêvé avoir une personne comme toi, à mon époque, qui dise publiquement, je souffre d'infertilité. Et d'ailleurs, je ne cesse de lui dire régulièrement, je lui dis, tu te rends pas compte de la communauté que tu as réussi à créer. Je lui dis, parce qu'à l'inverse, tu vois, à l'inverse de Facebook ou d'autres plateformes où il y a très peu de modération, ou à l'inverse, trop de modération, je trouve que ça peut partir très vite dans des dérives pas très sympas. Nous, justement, notre rôle en tant que modérateur, c'est de regarder les commentaires, voir ce que ça va, supprimer si besoin. C'est cadré, réorienter aussi, parce qu'il y a certaines choses que je veux pas qui apparaissent sur le canal, parce que May ne veut pas, et bien évidemment, on peut pas partager tout ce qu'on veut non plus. Donc voilà, je fais très attention, tu vois, sur ce qu'on met. Et moi, je le dis régulièrement à May, parce que je parle pas mal avec elle. Je lui dis, tu peux être fière de toi parce que tu as créé vraiment une safe place pour beaucoup de femmes. Après, ça demande énormément de boulot de faire la modération, mais je dis, moi j'ai des témoignages et c'est là où je me rends compte qu'à l'époque, j'aurais aimé avoir ça pour pas être seule. Je me sentais très seule et heureusement maintenant, il y a des filles qui ont trouvé un endroit où elles se sentent bien. Et je trouve que c'est une très belle mission, en tout cas. J'essaye à mon échelle. Que tu as continué, et puis tu me racontais aussi peut-être de nouveaux projets sportifs, essayer de revenir au niveau. Voilà, remettre des pieds, on verra, mais... des pieds dans les skis. Je te le souhaite, je te le souhaite en tout cas, mais je voulais très sincèrement te remercier. Merci à toi de m'avoir invité. Ce moment d'échange. Encore une fois, te féliciter si on peut, mais en tout cas voilà, juste te dire toute l'inspiration que ça me procure aussi de t'entendre, le parcours qui a été difficile, semé d'embûches, mais t'as rien lâché jusqu'à carrément en faire une compétition et que t'as remporté haut la main, parce que c'est vrai qu'à la fin c'est magnifique avec la naissance de tes filles et puis finalement, tout ce que tu as appris sur toi. Et voilà, encore un grand merci. Et merci à toi de m'avoir invité et d'avoir créé cette safe place aussi où on peut échanger et chacun raconter nos parcours. Je pense que si ça peut aider un ou deux couples à petite échelle, vois, ou même des centaines, ça sera le plus beau cadeau. Ça m'aura fait énormément de plaisir et de bien de le faire. Donc, je suis sûr que ça va aider beaucoup de monde, cet épisode. Donc encore merci. Merci à toi. Et puis écoutez, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne, à continuer aussi à commenter, à nous apporter vos retours d'expérience. On est bien sûr tous mobilisés, tous malheureusement souvent concernés, mais tous mobilisés pour que on puisse contribuer à créer des familles heureuses pour ceux qui le souhaitent et avancer dans nos parcours de vie.